Bonsoir, merci de vous retrouver, de nous retrouver tous ensemble ce soir autour de l'écran qui va être d'une certaine manière consacré à Joe Mitchell. Alors, ce n'est pas toujours très facile de parler des gens par lesquels on est très ému. Et donc, je ne sais pas trop ce que je fais, enfin, si je sais à peu près ce que je vais dire, mais j'ai choisi un détour un peu historique, un peu chronologique, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir rendre compte de manière très précise, peut-être et très convaincante de la façon dont je suis touché, encore une fois, par les œuvres de cette grande peintre femme. Alors, l'occasion, évidemment, de notre une œuvre, comme toujours dans le cadre du visible et de l'invisible, c'est une exposition qui se passe à Paris ou dans la banlieue parisienne. Et c'est vrai que depuis début octobre 2022 et jusqu'à fin février 2023, la Fondation Louis Vuitton consacre la majorité de son espace, d'une certaine façon, à Joe Mitchell. Alors, pas simplement, comme vous le voyez dans cette affiche. En fait, il y a deux expositions simultanées, une sur 3 niveaux, au rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage, qui rapproche, confronte, fait dialoguer d'un côté l'œuvre de Claude Monet, surtout évidemment la fin de son œuvre, dont on sait bien, il y a eu récemment une exposition à Giverny qui mettait en face à face l'œuvre de Mark Rothko et l'œuvre finale de Claude Monet. On sait que la peinture abstraite du XXe siècle, en particulier la peinture américaine qui a débuté à New York à la fin des années 40 et qu'on appelle communément l'école de New York ou l'expressionnisme abstrait, cette école a souvent rendu hommage à ce moment ultime de la création de Claude Monet et a dit combien ce moment ultime était important pour sa propre création. Et comme Joe Mitchell a participé, on va le voir tout à l'heure, à l'expressionnisme abstrait, il n'est pas anormal qu'on rapproche, évidemment, qu'on la rapproche de Claude Monet, la participation à l'expressionnisme abstrait n'étant pas le seul point de contact. Donc ça, sur 3 niveaux, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, des salles absolument magnifiques où on est confronté à un dialogue que les commissaires ont organisé avec, je trouve, beaucoup d'émotion et beaucoup de talent entre l'œuvre finale de Claude Monet et donc Joe Mitchell. Et en prime, je n'en montrerai pas là maintenant, ce serait trop long, mais on a la chance de pouvoir voir en un seul lieu, en face de 2 toiles de Monet qui représentent des glycines, quelque chose qu'on appelle l'agapante 1, 2 et 3, qui sont en fait 3 moments des nymphéas qui ne constituent en fait qu'une seule œuvre. Ces 3 moments ont été achetés par divers musées américains, vous trouverez les références sur place. En tout cas, ces 3 moments sont à l'heure actuelle séparés entre les 3 musées américains qu'ils ont achetés où ils sont normalement présentés. Mais là, on a la chance de les voir rassemblés dans une seule salle, c'est absolument superbe, avec en face donc ces 2 toiles de glycine absolument magnifiques. La confrontation Monet-Mitchell donne lieu à un très beau catalogue et Beaux-Arts et Connaissance des Arts ont produit 2 hors-série tout à fait remarquables à propos de l'exposition, donc de la confrontation Monet-Mitchell. Et puis, si vous regardez attentivement les affiches, vous allez vous apercevoir que sous l'annonce du dialogue Claude Monet-Joe Mitchell, qui a bénéficié d'un très d'un très riche partenariat avec le musée Marmottan, puisque vous le savez, le fils de Claude Monet a donné au musée Marmottan beaucoup d'œuvres de la fin de la carrière de son père
œuvre qui, à l'époque, laissait un certain public un peu surpris. Et là, il faut encore une fois rendre hommage à Georges Clemenceau, qui a créé donc à l'Orangerie ce moment absolument superbe des Nymphéas de Monet, dont André Malraux disait qu'elle était la chapelle Sixtine de l'impressionnisme. Et donc, en plus du dialogue, vous avez en sous-sol une très belle rétrospective de Joan Mitchell, inspirée par le fait que 2022 était l'année du 30e anniversaire de la mort de Joan Mitchell, que la collection, en fait, la Fondation Vuitton possède des œuvres majeures de Joan Mitchell et que, effectivement, on présente en sous-sol un ensemble à la fois assez impressionnant par la quantité et somptueux par la qualité des œuvres de Joan Mitchell. Et ceci, la partie hommage à Joan Mitchell, rétrospective Joan Mitchell, fait aussi l'objet d'un catalogue magnifique publié chez Azon. Alors, les lieux. Bon, il faut quand même se souvenir que Joan Mitchell, un, est américaine, deux, qu'elle est américaine de Chicago. Et Chicago, évidemment, c'est important parce que en 1912, en octobre 1912, est paru le premier numéro d'un magazine qui s'appelait Poetry, tout simplement, Poésie, qui a été fondé par cette femme que vous voyez à droite qui s'appelle Harriet Monroe, et que cette femme, donc, a invité à la rejoindre dans ce magazine très nouveau, très avant-gardiste, un personnage fondamental qui s'appelle Ezra Pound, qui est le pape du modernisme américain. C'est celui auquel T.S. Eliot, en 1921-22, avait confié la responsabilité à partir du manuscrit de Eliot, de créer la version définitive de ce poème essentiel du XXe siècle en poésie anglo-américaine, puisque Eliot habitait déjà à Londres, Ezra Pound était encore en Amérique, ce moment essentiel qui s'appelle The Wasteland, la terre vaine ou la terre gaste, qui est peut-être la plus grande œuvre poétique avec probablement celle de Rainer Maria Rilke à avoir surgi de l'explosion du sens qu'a représenté, non pas explosion de sens, mais explosion du sens qu'a représenté la guerre de 14-18. Harriet Monroe était la belle-sœur de John Wellborn Root. John Wellborn Root fait partie, avec Daniel Bonham, de ces cabinets d'architecture qui ont fait, dans les années 1890, de Chicago, la ville où est né le gratte-ciel. Et vous avez devant vous la photographie d'un des chefs-d'œuvre de Bonham et Root. Bonham était le dessinateur, Root était l'ingénieur. Un de leurs chefs-d'œuvre qui s'appelle le Reliance Building, donc, qui était au départ le siège social d'une compagnie d'assurance et qui date de 1890, c'est-à-dire qui fait vraiment partie des tout débuts du surgissement du gratte-ciel à Chicago, dans ce qu'on appelle la première école de Chicago. Et Marion Strobel, que vous voyez à gauche, avec Joan Mitchell à droite. Marion Strobel, qui est en fait la mère de Joan Mitchell, était l'éditrice associée à Harriet Monroe pour la revue Poetry. C'est-à-dire que Harriet Monroe avait beaucoup d'admiration pour Marion Strobel et elle lui a demandé, qui était une poétesse qui aujourd'hui est considérée comme une présence mineure, intéressante mais mineure dans la poésie américaine. Et en même temps, évidemment, Marion Strobel, de par son amitié avec Harriet Monroe et le fait que Harriet Monroe lui a demandé d'être la co-éditrice de la revue Poetry, a joué un rôle fondamental dans le développement et la modernité de la poésie américaine dans
disons, la période 1912-1940. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'être la mère de Joan Mitchell en 1925, puisque Joan Mitchell est née en 1925, en 1919, sans qu'on puisse exactement préciser la durée, et voilà, mais elle a été, Marion Strobel, donc, a été la compagne de ce personnage extrêmement important dans l'histoire de la poésie américaine de la première moitié du XXe siècle. Il s'appelle William Carlos Williams, qui était un médecin qui a écrit la grande œuvre poétique épique qui s'appelle Patterson et qui raconte l'histoire d'une ville dans le New Jersey où William Carlos Williams était médecin. Je me suis demandé en préparant ce moment autour de Joan Mitchell si ça ne valait pas la peine brièvement de prendre un poème de William Carlos Williams. Alors, ce poème a été publié dans un recueil de William Carlos Williams qui date de 1923. Il avait été écrit probablement avant et il correspond à l'esthétique de la revue Poetry de Harriet Monroe et de Marion Strobel, qu'on appelait, sous l'influence de Ezra Pound, l'imagisme, c'est-à-dire cette idée que l'écriture poétique doit faire quasiment immédiatement image, être la moins discursive, littéraire, verbale, verbeuse que possible. En ça, probablement, il y a, par la médiation de Ezra Pound, qui était passionné du haïku japonais, il y a probablement une tentative de faire de l'imagisme américain une version du haïku japonais. Donc, c'est purement descriptif, c'est extrêmement réduit et il y a une puissance visuelle. Je vous lis le poème que vous pouvez lire sur l'écran. So much depends upon a red wheelbarrow glazed with rainwater beside the white chickens. Alors, ça veut dire la brouette rouge, hein, tout simplement. Et le poème veut dire, vous l'avez compris, so much, tant. Alors, nous, on aurait peut-être tendance à mettre au pluriel tant de choses, mais tant dépend d'une brouette rouge laquée d'eau de pluie à côté des poulets blancs. Ça passe peut-être moins bien en français à cause des poulets, mais bon. Mais si vous voulez, ce qu'il y a de très fort là-dedans, c'est comment le verbal, l'écrit, devient du pictural et du visuel, ce qui est encore une fois très proche du haïku, avec quand même une sorte de surgissement de l'émotion qui est dans le so much depends. On ne vous dit pas quoi, mais en même temps, on insiste sur le fait que tant de choses dépendent d'eux. Ils dépendent de quoi? Alors, vous pourriez penser à des choses très sérieuses, à des choses essentielles, à des choses tragiques, pathétiques, etc. Et vous tombez sur une sorte de visuel pur, d'image pure et d'une simplicité absolue qui va mettre en rapport, un peu comme dans un tableau abstrait, du rouge, du blanc et cette sorte de laquage hein, de l'eau de pluie. Voilà. Peut-être à tort, mais je pense que cette esthétique purement visuelle est extrêmement simple, qui est encore évidemment ici figurative à cause des mots, n'est pas sans rapport avec l'abstraction d'une Joan Mitchell. Alors, son rapport à la poésie restera toujours essentiel parce que son père est un poète amateur, parce que sa mère est la co-rédactrice de la revue Poetry, et que par sa mère, puis à titre personnel, elle va rencontrer énormément de poètes, en particulier, par exemple, John Ashbery, qui est un très grand poète américain, plutôt
immédiate avant Deuxième Guerre mondiale et après Deuxième Guerre mondiale, et qu'elle va, à la demande d'un certain nombre de poètes américains contemporains, illustrer, donner des illustrations pour des recueils. Alors, en 1992, par exemple, il y a 30 ans, l'année de sa mort, va sortir un recueil qui s'appelle Poems. Les textes sont d'un poète new-yorkais brooklynien qui s'appelle Nathan Kernan. Et j'ai rapporté ici les 8, alors est-ce qu'on peut dire illustrations, en tout cas, oui, disons les 8 illustrations que Joan Mitchell a produites pour ce recueil de Kernan de 92. Et ce que j'aime infiniment dans ce travail, c'est qu'on retrouve là aussi, me semble-t-il, quelque chose de japonais, où souvent, on peut penser à des gens de l'ukiyo-e, Hokusai, Hiroshige ou Tamaro, apparaissent conjointement sur la surface de la feuille, et le texte du poème et une illustration. Ceci, alors, je ne vais pas commenter ça maintenant, je veux juste, parce que ce serait trop long, et voilà, mais je veux juste vous montrer à quel point je pense que les tableaux de Joan Mitchell sont un équivalent visuel, non verbal, d'écriture poétique. Et d'écriture poétique ramassée, très tenue, qui probablement évite au maximum l'abstraction et dans une fidélité à l'imagisme poundien des années 1910, se contente de faire surgir de nommer et de faire surgir des objets, et à partir des objets, des expériences et des moments d'être. Voilà, je vous montre. Donc, est-ce qu'on peut parler d'illustration? C'est plutôt une sorte presque de réponse picturale à l'émotion créée par le poème, par la lecture du poème, réponse picturale et décision d'essayer de trouver un équivalent verbal, un équivalent visuel, pardon, au texte lu pour y répondre et dialoguer avec lui. Comme vous voyez, quelquefois, on a évidemment ici 2 pages et le poème est présenté sur les 2 pages et il est accompagné à gauche et à droite de 2 illustrations. Enfin, illustration n'est pas le bon mot, de 2 travaux de création d'images dont chacune des 2 dialogue avec la partie du poème qui est sur la page où elle apparaît. Voilà. Alors, Morning on the Bridge, évidemment, c'est très probablement Brooklyn Bridge, puisqu'il s'agit, vous savez que c'est un poème qui est très important dans l'histoire de la poésie américaine, avec Hart Crane, bien sûr, et puis les photographes, les peintres américains qui ont été obsédés par de Georgia O'Keeffe à, bon, voilà, John Marin, etc., qui ont été obsédés par ces 2 arcs brisés caractéristiques du gothique, au travers desquels on découvre les gratte-ciels de Manhattan de façon absolument étonnante. Voilà. Et on terminera avec ces 2 images voilà, qui, encore une fois, sont pour Joan Mitchell le désir de produire un équivalent visuel capable de dialoguer avec les poèmes de Kernan, que visiblement elle apprécie beaucoup et qui la touche énormément. Et voilà, il faudrait avoir beaucoup plus de temps pour dialoguer de tout ça, mais voilà, avenue de Peuplier, allée de Peuplier. Donc Chicago, c'est le lieu de la poésie. Alors Chicago, c'est le lieu de l'eau. Ça, elle l'a dit de nombreuses fois, toute la critique s'accorde à le reconnaître. Vous savez que Chicago est pris entre 2 éléments aquatiques. L'un qui est le lac Michigan, sur les bords duquel, sur la côte ouest duquel Chicago est placé. Et puis l'autre,
ce qu'on peut appeler ça un fleuve, disons un petit fleuve ou une grande rivière, qui est tout simplement la Chicago River. Vous le savez, c'est une histoire complètement folle. La Chicago River sortait du lac et maintenant la Chicago River rentre dans le lac. Donc, il y a eu des travaux absolument énormes qui ont été faits. Et c'est vrai que l'eau et la lumière, je pense, dès l'enfance, ont été quelque chose qui ont probablement beaucoup marqué Joan Mitchell. Par exemple, alors c'est une photo qui vaut ce qu'elle vaut, mais moi je l'aime assez parce que vous avez la fragmentation du reflet du soleil suivant le mouvement des vagues. Et je trouve que cette fragmentation n'est pas sans, pour moi, évoquer la fragmentation de certaines touches dans l'œuvre de Mitchell. Et puis, vous avez ces rayons, voilà, ces juxtapositions de zones colorées. Alors, voilà, c'est pour ça que j'ai montré ça. Mes peintures répètent feeling. Alors, ça, je crois que c'est très important. Si vous allez à l'exposition, il faut y aller. Ça, vraiment, pour moi, c'est une des plus belles choses que j'ai vues depuis longtemps. Dans la partie Monet Mitchell, sur les 3 étages, on attira votre attention à juste titre sur le fait que ce que Monet appelle impression, alors il ne faut pas dire que c'est ce que Joan Mitchell appelle sentiment, mais disons que le rapport que Monet entretient avec le visible est de l'ordre d'une impression. Le rapport que Mitchell entretient avec le visible est de l'ordre du sentiment. Chez Monet, le fait d'utiliser impression veut dire que quelque chose du réel va survivre dans sa visibilité, même si au fur et à mesure de sa carrière, ça va probablement, le visible va perdre de plus en plus sa lisibilité pour approcher de plus en plus tangentiellement l'abstraction. Et vous voyez que chez Mitchell, on n'est plus dans l'impression qui serait l'impact du visible sur votre vue, mais qui conserverait l'aspect du visible. Là, on est dans le sentiment, c'est-à-dire quelque chose d'intériorisé, et ce n'est plus le réel visible qui intéresse Mitchell, c'est qu'est-ce que ce réel visible produit en moi et comment je peux trouver un équivalent de visibilité pour ce qui se passe à l'intérieur de moi. Quelle forme, quelle couleur je dois essayer de faire apparaître, de faire dialoguer pour rendre compte de l'émotion que crée le moment de réalité auquel je suis confronté. Donc, mes peintures répètent alors, feeling se traduit par sentiment. Je vais garder le mot anglais à cause de son statut particulier dans l'œuvre de Mitchell. Un feeling au sujet du lac Michigan, ou de l'eau, ou des champs. C'est plus comme un poème. Alors, je suis désolé, vous voyez bien pourquoi j'ai pris cette citation, parce que vous pourriez dire, il prend des citations qui correspondent à ce qu'il dit. Oui, en même temps, c'est des citations qui m'ont inspiré ce que je dis. It's more like a poem, c'est plus comme un poème, et c'est cela que je veux peindre. Donc, elle peint une sorte de poème visuel qui met en couleur et en forme le sentiment qu'a créé à l'intérieur d'elle-même la beauté du lac Michigan, de l'eau, des champs, etc. Et vous avez effectivement ici alors ce tableau de 1990 qui s'appelle Rivière 2, qui est probablement plus inspiré par la Seine, on y reviendra tout à l'heure, mais qui est peut-être un souvenir de la Chicago River. Alors évidemment, vous pourrez me dire, et vous avez tout à fait raison, que quand elle était enfant, et Roland Barthes disait « il n'est pays que de l'enfance », quand elle était enfant, les gratte-ciel que vous voyez là sur le côté n'existaient pas au bord de la Chicago River. Il en existait d'autres, moins hauts, moins fondés sur l'alternance fer et verre, mais quand même. Et cette fascination pour la rivière, qui naît avec la Chicago River, j'en suis persuadé,
qui aboutit à la fascination pour la scène, pas tant à Paris qu'à Véteuil, on va y revenir tout à l'heure. Elle passe aussi par, évidemment, une fascination pour le fleuve de New York, l'un des deux fleuves de New York, la Hudson River, dont on voit ici, alors qu'elle est à New York, puisqu'elle ne s'installera définitivement à Paris qu'en 1959, même si elle commence à osciller entre Paris et New York au milieu des années 50, en particulier à partir de 1957. Et là, vous avez quand même, entre la Chicago River et la Seine, l'idée de comment je rencontre visuellement du feeling, que la contemplation du reflet d'une lumière probablement ici naturelle, ici solaire, dans les mouvements de l'eau, ce feeling que ceci produit en moi. Et là, vous avez effectivement la Chicago River au coucher de soleil en 2013. Alors, effectivement, les gratte-ciel que vous voyez des deux côtés n'existaient pas encore, mais en même temps, ça vous donne quand même une idée du genre comment dirais-je, de qualité de la couleur que Joan Mitchell, enfant, jeune fille, pouvait voir si elle allait se promener le long de la Chicago River au coucher de soleil. Voilà. Donc, l'eau, je pense, c'est très important. Alors, troisièmement, le père est un très bon médecin. C'est un peintre amateur. Si la dimension poétique de la création picturale de Mitchell vient de sa mère, l'aspect pictural vient probablement d'abord de son père. Avec, je pense, je crois que tous les critiques biographes de Joan Mitchell s'accordent pour dire ça, avec probablement une grande déception de la part du père qu'elle ne soit pas un garçon, et donc une tendance à favoriser chez elle toutes les activités sportives. Et alors, en particulier, elle fera de l'athlétisme, etc., mais en particulier, et c'est normal à Chicago, qui est quand même une ville où il fait très, très froid l'hiver, en particulier, on peut parler même d'une carrière dans le patinage artistique amateur, où elle remportera des épreuves sportives, et voilà. Et alors, je me suis demandé si un certain fonctionnement un peu tourbillonnant et repassant sur lui-même, sectionnant, coupant, creusant, voilà, ces lignes qui n'arrêtent pas de se recouper, de se retraverser, etc., ne venaient pas finalement d'un regard d'enfance, là aussi, et de jeunesse sur la trace des patins dans la glace, et dans la glace peut-être encore recouverte d'une fine couche de neige, comme on le voit ici. Et j'ai du mal à penser qu'il n'y a pas un rapport entre la trace laissée par le patin, par la lame extrêmement fine du patin, parfois écrasant, mordant de façon un peu plus épaisse, un peu plus visible sur la glace, et puis un aspect du travail de peintre de Joan Mitchell. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été très important pour elle, le lieu d'une complicité avec le père, même si cette complicité était le résultat d'une vision du père qui est un peu violente, puisqu'elle refuse d'admettre le féminin dans son enfant et veut privilégier le masculin, mais voilà. Alors, Chicago, bon, voilà, elle va quitter, on peut le dire, pratiquement définitivement Chicago pour New York en 1949. Et alors, évidemment, le New York 49, c'est parce que le père, ce peintre amateur, a dû créer en elle ce goût de la peinture.
il y a peut-être eu de sa part un désir de se hisser à la hauteur de l'attente du père. En tout cas, elle est obsédée par le fait de peindre. Et elle va venir s'installer donc à New York. Encore une fois, New York, quand elle y arrive en 1949, c'est le grand moment de l'explosion parce qu'il y a eu pendant les années de guerre un certain nombre de peintres européens qui se sont réfugiés à New York pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il faudrait consacrer une heure entière à expliquer ça et je n'ai pas le temps maintenant. Mais New York, évidemment, est saisi par une frénésie de peinture et de modernité, de contemporanéité en peinture, qui ne touche pas simplement des hommes, mais des femmes. Et il est convenu, parce qu'il y a eu une exposition de ces femmes qui s'est déroulée dans une galerie qui était située dans la 9e rue à New York, il est convenu d'appeler ce groupe de femmes, qui n'est pas un groupe très constitué, mais qui quand même sont des femmes qui ont regardé les hommes peindre, mais qui se sont aussi regardées peindre. Lee Krasner, donc Hélène de Kooning, Grace Hartigan, Joan Mitchell et Ellen Frankenthaler, que donc le livre de Mary Carriol appelle les 9th Street Women, les femmes de la 9th Street. Malheureusement, le livre n'est pas traduit en français. Et donc Lee Krasner, comme vous voyez ici en 1949, qui est, je vous le rappelle, la compagne de Jackson Pollock et qui est quelqu'un qui est très marqué par l'écriture de Pollock, même si elle-même ne fonctionne pas dans un rapport à la toile qui consiste à prendre la toile, à la mettre par terre et à procéder ensuite à l'explosion de la matière picturale sur la toile dans une forme qu'on appelle le dripping. Voilà. Mais Lee Krasner est quand même très, très proche de Pollock. Et regardez, quand elle arrive en 1949 à New York, d'une certaine façon, Joan Mitchell n'a pas encore vraiment basculé dans l'abstraction. Elle est évidemment dans une modernité de la représentation ici du billard qui participe d'une sorte de cubisme attardé, avec des volontés de présenter différents angles de regard, de lecture d'un seul espace dans un seul moment du temps, mais en éclatant le regard et en présentant divers points de vue conjointement, alors qu'un seul peut être occupé en un seul moment du temps. Donc, on est quand même dans une peinture qui recherche la modernité, mais qui n'a pas encore complètement basculé dans l'abstraction, comme celle de Lee Krasner, par exemple. Grace Hartigan est peut-être paradoxalement, n'est pas la compagne de Pollock, mais c'est peut-être celle qui va approcher de plus près le dripping. En tout cas, c'est elle qui semble la plus proche de cette technique qui consiste à faire gicler la peinture. Alors, ce n'est pas le cas ici, mais bon, ici, c'est plus effectivement une sorte de gestuelle véhémente et voilà. Mais c'est vrai que Hartigan est probablement des femmes que nous regardons en ce moment la plus proche de Pollock. Et là, vous avez un sans-titre de Joan Mitchell qui, évidemment, là, montre qu'en 3 ans, par rapport à ces billards de 49, où elle était encore dans une sorte de cubisme synthétique attardé, d'une certaine façon, et là, au contraire, elle est passée à autre chose. C'est-à-dire que là aussi, on n'est pas dans le dripping, mais enfin, on est dans une sorte de face-à-face, de confrontation presque physique avec la toile, et il s'agit presque de griffer la toile de couleurs, de lignes, voilà. Alors, Hélène de Kooning, évidemment, qui est la femme de Willem de Kooning, est aussi quelqu'un qui affronte la toile dans une espèce de corps à corps, d'une gestuelle qui n'est plus une gestuelle probablement méditée, consciente, préparée, organisée, mais qui est une gestuelle qui se veut la traduction sur la toile, non pas d'une composition, résultat d'une concentration, mais au contraire une sorte d'immédiateté, de sensation, émotions qui ont besoin d'envahir la toile avec une véhémence qui correspond à l'authenticité de l'émotion. Et vous avez ici un Ladybug, une coccinelle de 1957
Joan Mitchell qui marque vraiment là aussi. Bon, vous sentez qu'après plutôt les lignes et les griffures qu'on avait vues précédemment dans l'œuvre précédente, là, on entre aussi dans des touches qui sont plus épaisses, plus puissantes. Hein. Et puis, vous avez ici Ellen Frankenthaler avec la mer Rouge. Hein. Et cette œuvre qui s'appelle Ardoise de Joan Mitchell, dans lequel, évidemment, le noir de l'ardoise domine, mais où on est vraiment maintenant dans une sorte, là aussi, de rapport avec la toile, où il s'agit par la véhémence et le désordre apparent des mouvements, dont on est dans une énonciation, c'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui compte, ce n'est pas l'énoncé, c'est le fait d'énoncer, c'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas tant le résultat de la toile que le comment de la toile, qui apparaît ici clairement, hein, est plus important que le quoi de la toile, finalement. Hein. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est au centre de l'expressionnisme abstrait, cette idée que la toile doit être une sorte de sismographie des émotions ressenties par le peintre à propos du réel, et que ce qui compte, c'est pas tant le réel lui-même que ce qu'il fait à l'intérieur du peintre. Et le défi pour le peintre, c'est d'essayer de trouver des équivalents visuels à ce qui se passe à l'intérieur et qui est invisible pour, évidemment, peut-être même d'ailleurs le peintre lui-même. La visibilité de ce qui se passe à l'intérieur pour le peintre, elle n'est vraiment réalisée que quand le peintre peint, finalement. Et donc, le peintre ne sait pas avant de peindre, le peintre peint pour arriver à sortir d'elle ou de lui quelque chose et pouvoir devenir le spectateur et donc pouvoir éventuellement comprendre, analyser le spectateur de ce qui se produisait à l'intérieur de lui sans qu'il puisse encore le nommer. Alors, elle vous dit, Joan Mitchell, l'abstraction n'est pas un style, je veux simplement faire fonctionner une surface. C'est juste une certaine manière d'utiliser l'espace et la forme. C'est une ambivalence de forme et d'espace. Alors, ça n'est pas une métaphysicienne, dans le sens que vous savez que dans l'expressionnisme abstrait, vous avez ce qu'on appelle les peintres métaphysiciens, qui ont tendance à réduire le geste à presque rien et à proposer des confrontations de masses colorées. C'est le cas d'un Barnett Newman avec ce qu'on appelle le zip newmanien, c'est-à-dire que vous avez… Alors bien sûr, quand vous regardez la bande centrale zip qui vous dit qu'il n'y a de sens que quand on commence à séparer. Hein. On crée en séparant. Et là, il y a un souvenir du premier chapitre de la Genèse où Dieu crée en séparant. Et s'il n'y avait pas la bande centrale, on serait dans une espèce alors, ça ne serait pas un chaos, mais ça serait un indéfini neutre dont rien ne pourrait surgir. Et tout d'un coup, la séparation permet au moins de dire à gauche, à droite, voilà, et de commencer à articuler quelque chose à propos d'eux. Et puis, vous avez bien sûr Mark Rothko, hein, dont les zones de couleurs semblent séparées et en même temps, à cause de l'effrangement, le frame qu'on voit à la périphérie de chacune des zones de couleur, on devine que ces présences sont animées d'un désir de l'autre présence, mais ne veulent pas perdre dans la révélation du désir de l'autre présence leur force, leur consistance, leur cohérence, voilà. Et alors, c'est sûr que elle va chercher sa voie entre des choses qui ne sont pas sans rappeler des exaltations lyriques d'un Kandinsky. Voilà. Donc, ce n'est pas une métaphysicienne, mais une gestuelle. Ça, c'est clair. Et en ça, elle se rapproche d'un Jackson Pollock, on l'a déjà dit, hein, 1952, ici. Hein. Et elle, vous le voyez là, bon, puisque à chaque fois que l'œuvre n'a pas d'auteur mentionné, c'est une œuvre de Joan Mitchell, bon,
alors, elle n'utilise pas la technique de Pollock, qui, encore une fois, est de mettre la toile par terre, puis de faire gicler avec des pinceaux, avec des brosses, qu'on appelle le dripping, la peinture. Hein. Et donc, la toile de Pollock, c'est un peu une arène dans laquelle le peintre est à la fois le torero et le taureau, et esquive, et explose, et voilà. Elle reste face à la toile, et elle fait gicler, elle fait jaillir sur la toile des zones d'émotions contradictoires dans lesquelles les couleurs, l'abondance du noir ici, voilà, jouent évidemment un rôle. Franz Klein, c'est quelqu'un évidemment qui insiste beaucoup sur ses gestes noirs, sur ses fonds blancs. Hein. C'est pas Apollinaire, j'ai fait des gestes blancs parmi les solitudes, mais là, c'est j'ai fait des gestes noirs parmi les solitudes. Et on voit bien que Klein est quelqu'un qui l'a beaucoup marqué parce que c'est généralement plus épais, plus dense que les traces de Pollock. Et on voit que progressivement, ces traces à elle vont se densifier, s'épaissir. Et c'est assez émouvant de penser que sur la photographie qui est là, par exemple, je crois qu'on a un peu oublié le personnage de gauche, mais par contre, le personnage de droite qui la prend dans ses bras, c'est Franz Klein, justement. Hein. Et puis, il y a bien sûr Wilhelm de Kooning, dont nous avons vu que la femme aussi peignait. Hein, et là aussi, de Kooning lui a probablement donné une idée de l'éclatement véhément de la trace sur la toile qui est quelque chose qui va devenir vraiment essentiel pour elle. Alors, je vous l'ai dit, à partir du milieu des années 50, plus précisément à partir de 57, elle commence à alterner entre Paris et New York. Et en 1959, elle va s'installer définitivement à Paris. Son premier grand atelier sera au 10 rue Frémicourt. Elle aura d'autres ateliers en lisière du 14e et du 15e, rue Daguerre, etc. Mais le premier grand atelier, bien sûr, est au 10 rue Frémicourt. Vous avez ici une photographie de la rue Frémicourt. Vous avez ici une photographie là aussi de l'atelier. Et puis, vous avez la raison de cette installation définitive à Paris. Et c'est bien sûr la présence d'un artiste canadien, d'un peintre canadien contemporain qui s'appelle Jean-Paul Riopelle, dont elle va devenir la compagne pendant un certain nombre d'années, relation pas très facile qui se terminera sans jamais vraiment se terminer. Enfin voilà. Bon. Jean-Paul Riopelle, vous le voyez ici, il a survécu de 10 ans il était un peu plus âgé qu'elle, il était né en 1923, elle en 1925, et elle décédera en 1992 et lui décédera en 2002. Voilà, alors Riopelle, c'est quelqu'un qui est à la fois un sculpteur, hein, on voit ici une sculpture près du Musée des Beaux-Arts de Montréal, et c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup... quelqu'un qui a beaucoup regardé, évidemment, l'expressionnisme abstrait new-yorkais, donc il n'était pas anormal qu'il se retrouve. Hein. Ça, c'est elle, son titre, en 1959. J'ai pris exprès. Alors, ce que j'aime beaucoup chez elle, et qui me semble plus net que chez lui, même s'il y en a chez lui, c'est ces aspects de... Regardez, par exemple, à droite, là en bas, ces aspects on va appeler ça des dégoulinures. En anglais, on appelle ça aussi du dripping. Ce n'est pas tout à fait le même dripping que Pollock, mais ça a à voir avec l'idée que si la toile est la projection d'une nécessité, c'est-à-dire d'une intensité d'émotion du peintre à propos du monde, à propos de l'autre, à propos d'elle-même ou de lui-même, cette intensité, il faudrait qu'elle puisse faire place au hasard. C'est toujours cette idée du hasard et de la nécessité. La nécessité, elle est dans la véhémence de l'intensité. Il faut que j'arrive à dire, hein, mais en même temps, s'il n'y a que nécessité, ça ne participe pas d'une totalité du réel qui est le hasard. Et alors, je pense très honnêtement que probablement, elle a adopté en particulier pour ce qui est à droite, me semble-t-il, la méthode d'un autre peintre américain exactement de la même époque qui s'appelait Sam Francis. Sam Francis déposait sur sa toile
des couleurs encore très liquides, puis il retournait la toile de manière à ce que les couleurs encore liquides et qui n'avaient pas totalement pris sur la toile puissent s'écouler en fines rigoles très minces, très fines rigoles de couleurs, de couleurs liquides. Et Sam Francis pratiquait énormément ces choses-là, c'est-à-dire on pose sur la toile et puis ensuite on retourne la toile et on laisse le hasard conduire la toile à son état définitif, à sa version définitive. Et je pense que chez John Mitchell, il y avait probablement il me semble qu'il y a un regard sur Sam Francis et sur la technique de Sam Francis. Riopelle est quand même très marqué par cette gestuelle et la manière dont on va opérer une gradation de l'impact de la peinture, un peu étalée, un peu, voilà, et puis au contraire, très effilée, très mince. Et on a chez elle, chez Joan Mitchell, cette toile qui s'appelle Strata, qui parle donc de strates, de couches, et qui dit aussi qu'au fond, la peinture, ça n'est jamais qu'une seule couche, ce sont des couches superposées et que, après tout, il n'est pas impossible de superposer des couches de couleurs différentes, d'intensités différentes. Riopelle va, lui, faire des découpages collages, comme on voit ici dans Verbe Herbe de 1967. Je pense que le découpage, le collage pour elle étaient des choses qui mettaient trop d'objets entre elle et la toile. Si vous découpez, si vous collez, il faut, même si vous pratiquez une sorte de découpage-collage que vous pouvez dire automatique, il faut quand même plus de concentration sur l'acte de découper, sur l'acte de coller. Et donc, quelque chose d'un peu plus intellectuel, me semble-t-il, de plus stratégique, de plus organisé, de plus réfléchi, intervient dans la création de l'image. Alors que je pense que Joan Mitchell a toujours voulu qu'il y ait une sorte d'immédiate intensité de l'émotion perceptible dans la façon et simplement perceptible par le regard sur la façon dont la toile est peinte. J'ai pris un détail de ce mont paysage que je vous ai mis ici au milieu. La voilà en train de travailler avec un pinceau un peu épais. Et voilà une autre toile de Riopelle qui date de 70. J'ai essayé à chaque fois de prendre dans l'œuvre de Mitchell des toiles de la même date que celles des peintres autres dont je l'ai rapproché. Et alors, il semblerait quand même que ce n'est pas le cas de Riopelle qui reste très dans les lignes, mais elle, je dirais que dans début des années 70, on sort de la… Enfin, il reste beaucoup de traces, mais regardez, on revient quand même aussi à des masses. Il y a incontestablement ici, sous le jaune, sous les taches, sous les traces rouges, il y a quand même des confrontations de masse. Confrontations de masse, difficiles de savoir d'où elles viennent exactement, mais qui sont une autre manière de rendre compte du réel. Alors, est-ce que c'est ça qu'elle appelle la ligne de rupture entre Riopelle et elle? Je ne sais pas. Mais ce champ labouré qui est à la Fondation Vuitton en ce moment et que je trouve personnellement très beau, qui renonce donc à du lyrisme pour aller plus vers un constructionnisme. On a l'impression de zones, de couleurs qui sont agencées un peu comme des briques dans un mur. On n'est plus, me semble-t-il, tout à fait, même si ces briques portent encore la trace du geste qui les a faites, donc énonciation encore, mais une énonciation dans laquelle le produit abouti, la géométrie, la construction est quand même plus importante.
Et on termine effectivement avec cette sculpture du hibou A de Riopelle, qui est là aussi près du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et voilà tous les deux. Alors en 1967, donc, ça annonce probablement la rupture. Et en 1967, elle décide d'acheter une maison à Vétheuil, au bord de la vallée de la Seine. Comment on peut dire ça, entre Mantes-la-Jolie et Vernon, hein, entre Mantes-la-Jolie et Bonnières-sur-Seine, pour ceux qui éventuellement connaissent cette région. Alors évidemment, c'est très difficile de savoir jusqu'à quel point, quels sont les éléments qui entrent dans cet achat. De sa maison qui s'appelle La Tour, comme vous l'avez vu, elle a une vue sur la Seine. Alors, est-ce que cette vue sur la Seine lui rappelle évidemment les vues sur la Chicago River de son enfance, les vues sur l'Hudson new-yorkais du moment de l'éclosion de sa vocation picturale, je ne sais pas. Alors, c'est très, très, très gênant de présenter comme ça ce qu'on appelle les quadriptyques, puisque, bon, vous le savez, toute une partie de la peinture classique flamande et italienne, flamande surtout, disons, du 15e, 16e, est très marquée par ces compositions en 3 panneaux qui pouvaient se fermer. Bon, voilà, bon, c'est tout ça par cœur. Et elle va réaliser des quadriptyques, alors qui ne se ferment pas, mais qui sont 4 panneaux juxtaposés, dont la juxtaposition est quelque chose qui interroge beaucoup la critique, savoir si cette juxtaposition, quelle part de hasard et quelle part de stratégie il y a dans la juxtaposition. Et c'est un peu, bon, c'est un peu triste de devoir présenter ça comme ça, parce que les dimensions sont souvent en largeur d'environ facilement 5 mètres, hein, et en hauteur facilement de 2,50 m à 3 mètres. Et donc, ce sont des œuvres énormes qui ne sont pas sans rapport avec certains des affaires de Monet, bien sûr, on va y revenir dans un instant. Et voilà. Et là, vous avez la chance, si vous allez à la Fondation Vuitton, d'avoir un certain nombre de quadriptyques absolument somptueux, à la fois dans la confrontation avec Monet et dans la partie rétrospective de Joan Mitchell. Voilà la maison qui s'appelle La Tour, où elle a son atelier, qui est située un tout petit peu en hauteur par rapport à l'agglomération et qui lui permet, au-delà de l'agglomération, de voir la Seine. Et la voilà dans son atelier à Vétheuil à La Tour. Et vous avez ici probablement des éléments de quadriptyque derrière qui vous montrent à quel point ce que je vous ai montré tout à l'heure ne peut être qu'une trahison de ce qu'on ressent, parce que dans la scène que je vous ai montrée tout à l'heure, on a l'impression de dominer le tableau, alors qu'en fait, on est dominé par lui, bien sûr. Alors évidemment, Vétheuil, c'est clair, c'est l'avant Giverny. C'est-à-dire que quand Claude Monet, né au Havre, ensuite installé à Paris, a voulu chercher une maison en dehors de Paris, la première maison qu'il a achetée, c'est à Vétheuil. Et ceux d'entre vous qui connaissent, c'est presque un méandre de la Seine qui enserre Vétheuil. Au cœur de la vue de Vétheuil, vous avez cette très belle église qui est là et que Monet représente ici, bien sûr. Et vous avez ici la maison de Claude Monet, qui est très proche de celle de Joan Mitchell. Alors, ce n'est pas Giverny, bien sûr. Hein, ce n'est pas Giverny, ni par la taille de la maison, il n'y a pas le jardin. Voilà. Bon, mais quand même, je suis persuadé que, et c'est quelque chose que l'exposition de la Fondation Vuitton dit très clairement, je suis persuadé que Vétheuil, c'est la Seine, mais Vétheuil, c'est Monet aussi. Hein, voilà. Et c'est cette sorte
de travail constant, de réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'impression chez Monet, qu'est-ce que c'est que le feeling chez moi, et en quoi le regard sur l'impression de Monet me permet de développer, d'affiner, parfois en contradiction avec Monet, parfois dans une sorte de rencontre avec lui, qu'est-ce qui me permet de définir ce qu'est mon art. Alors, la plaque que vous avez vue à droite sur la maison, je vous la reproduis ici. Claude Monet, créateur de l'impressionniste, séjourna de 1878 à 1881 dans cette maison, où mourut le 5 septembre 1879 son épouse Camille Doncieux. Et là, vous avez un des somptueux double portraits de Camille Doncieux et du fils qu'elle a donné à Claude Monet, qui est Jean Monet, que vous voyez ici. Voilà. Et bon, c'est vrai aussi, alors la journée que nous avons vécue aujourd'hui à Paris, qui a été très très froide, nous rappelle probablement qu'à un moment, il pouvait y avoir effectivement de la glace sur la Seine. Et c'est vrai que moins à Giverny, mais certainement beaucoup à Vétheuil, parce que à Giverny, ce qui attire le point d'eau, c'est bien sûr le bassin Monaféa. La Seine est plus loin, il faut y aller à pied, mais pas très loin, mais elle est plus loin. Alors qu'à Vétheuil, il a d'autres accès à l'eau que, bien sûr, la Seine. Voilà. Alors, bon, voilà, on va tout doucement terminer cette présentation en regardant uniquement des œuvres de Joan Mitchell. Bon, vous sentez bien sûr ce problème du contraste, d'où va naître le sens, contraste entre les couleurs froides, le bleu, et puis les couleurs chaudes, le jaune, rehaussé de couleurs froides différentes, le vert, et puis à gauche, voilà. Et on a effectivement ici un tableau qui s'appelle Row. Row, ça veut dire normalement la rangée, ça veut dire aussi ramer. Alors, il s'agit de décrire la peinture comme une manière de ramer et de déposer, de même que la rame laisse dans l'eau à la fois une trace et parfois aussi des gouttes d'eau au moment où la rame est en l'air avant de replonger. Je ne sais pas. C'est quelque chose qui est possible, mais je ne sais pas. Ensuite, évidemment, alors vous sentez, il y a vraiment un contraste entre Row qui n'occupe pas toute la toile, mais dont on voit bien qu'il parle d'une forme de peinture qui consisterait à occuper toute la toile et à faire disparaître le fond, l'après-préparatoire blanc sur lequel ensuite on va peindre. Et vous sentez qu'ici, on est au contraire dans quelque chose qui est dans lequel les traces sont beaucoup moins lourdes, épaisses. On s'en va plus vers le fil, le filament. Et on a à nouveau cette idée peut-être de la toile qui a été retournée pour permettre à la peinture de couler sur le… Et puis, vous sentez bien qu'il y a une manière de faire du tableau une sorte d'apparition, parce que la réserve, comme on dit, c'est-à-dire l'espace qui est laissé non peint, est extrêmement important par rapport à ce que nous venons de voir. Et donc, on a l'impression d'un espèce de surgissement. Le neutre, le blanc reste extrêmement important et il y a un surgissement un peu miraculeux de la couleur et de la forme qui rivalise avec la neutralité blanche et qui finit par s'imposer, mais non sans mal, à elle. On a l'impression que la couleur et la ligne doivent lutter pour se frayer une place, un espace par rapport à cette neutralité blanche. Sans titre de 92. Et puis vous avez ces deux là aussi, ces diptyques assez étonnants, dont vous voyez très bien qu'ils ne sont pas c'est pas deux parties d'une seule toile, mais ce sont deux toiles dont le rapprochement suggère un dialogue, peut-être deux feelings,
la toile est consacrée s'appelle Roubaix, le résultat probablement d'une visite dont on sait peu de choses, d'un passage dont on sait peu de choses. Et c'est peut-être le moyen pour Mitchell de nous parler de comment dirais-je, de travailler sur l'instantanéité d'une émotion à laquelle elle donne une forme pérenne dans la toile, mais le fait d'avoir deux toiles l'une à côté de l'autre peut nous montrer comment d'un instant à l'autre, elle est passée d'un feeling à un autre. Comment le feeling, peut-être le premier, celui de gauche ou celui de droite, a été remplacé par l'autre ou a évolué dans l'autre, je ne sais pas. C'est Beauvais, 1986. Alors ça, c'est somptueux. Enfin, je ne sais pas si peut-être vous n'aimez pas, mais moi, je trouve ça absolument magnifique, avec cette... est-ce que c'est là aussi un équivalent de la... Alors, en plus, vous allez voir, le titre n'est pas mais on aurait envie d'évoquer quelque chose de naturel, une sorte d'extraordinaire efflorescence jaune sur un fond de verdure et avec en bas peut-être la terre, voilà. En fait, oui, si, quand même, ça s'appelle... On retrouvera tout à l'heure quelque chose un peu comme ça s'appelle deux tournesols, bien sûr. Et elle vous dit, les tournesols sont comme des gens pour moi. Elle avait... Enfin, c'est clair, il y a quand même quelqu'un, je n'ai pas le temps de développer ça parce qu'il faut finir, mais elle avait quand même un rapport avec Van Gogh qui n'est pas un rapport complètement simple. Bon, voilà. En 66, elle revient sur probablement des images d'enfance. Hein. Alors, à quoi correspondent ces images d'enfance dans ce triptyque Chicago 1966 hein, voilà. En tout cas, est-ce qu'il s'agit de promenades dans le Grand Park, peut-être, le grand parc dessiné pour Chicago par le même paysagiste que le Central Park de New York. Je ne sais pas, mais ça paraît très vert, très nature, et c'est vrai que le titre est un peu étonnant, et je me demande s'il n'y a pas le désir, effectivement, de suggérer dans l'espace très vertical, très orthogonal, très ligne droite de Chicago, quelque chose de plus... de rare présence et donc de précieuse présence d'espace naturel. C'est elle en 1942 à Chicago. Alors, Edrita Fried, c'est très émouvant parce que Edrita Fried est décédée en 1980. C'était la psychanalyste de Joan Mitchell, que Joan Mitchell est allé revoir à New York après sa rupture avec Riopelle. C'est quelqu'un pour qui Mitchell avait visiblement un respect et une affection énorme. Apparemment, c'est quelqu'un qui l'a aidé à traverser des moments extrêmement complexes et douloureux dans sa vie. Et dans l'année qui a suivi la mort d'Edrita Fried, elle a conçu ce quadriptyque. Là aussi, je suis désolé parce que la taille trahit complètement l'émotion bouleversante, en tout cas pour moi, que provoque ce quadriptyque quand on est en face avec ce passage, et c'est un passage espéré du froid et du bleu et peut-être de la nuit vers l'incandescence, vers le solaire, vers la chaleur, vers la lumière. Alors évidemment, vous pouvez le lire en sens inverse et vous pouvez lire de droite à gauche la disparition du solaire, de la chaleur, de l'incandescence. Voilà. Mais bon, en tout cas, pour moi, c'est une des grandes œuvres qui est présente en ce moment à la Fondation Vuitton. Et c'est vrai que, outre la beauté pure de l'œuvre qui me touche beaucoup, l'idée qu'il s'agit d'une toile sur la mort de quelqu'un auquel vous devez une partie de votre équilibre, de votre présence, de votre rapport au réel, me touche là aussi beaucoup. Elle adorait les chiens. On sent bien que c'est quelqu'un probablement à la fois d'une grande force et d'une assez bouleversante fragilité. Avant
de nouveau, 3, 1985. Ce paysage urbain un peu étonnant. Vous avez ces... J'ai fini par me demander s'il ne s'agissait pas d'une tentative d'évoquer visuellement l'extraordinaire juxtaposition sonore des bruits dans la ville, comme si ce paysage urbain, c'était l'effort, enfin le désir de traduire en images à la fois la cacophonie et en même temps finalement une forme d'harmonie perçue dans la cacophonie des bruits, des sons de la ville, dont elle finirait, elle, par donner un équivalent visuel qui d'abord paraît effectivement complètement incohérent, désordonné, imbriqué de manière, voilà, bon, et en même temps peut-être une sorte de, voilà, d'ordre. Là aussi, la puissance de la nature, du vert, des couleurs dans le vert. Et cette idée que peut-être, voilà, un jardin pour Audrey de 79, elle a cette phrase assez étonnante qui explique son rapport au blanc. Hein, et cette idée que la peinture laisse toujours voir un peu de blanc, parce que le blanc, c'est la menace, qu'on travaille contre le blanc, qu'on ne peut pas ne pas dialoguer dans le travail contre le blanc avec le blanc, mais que quand même, le blanc, comme elle vous le dit ici, c'est la mort. Ce sont les hôpitaux, ce sont mes infirmières terribles, puisqu'elle a évidemment traversé des moments dépressifs très difficiles. On a parlé tout à l'heure de sa psychanalyste. Le blanc, c'est l'horreur absolue, c'est juste le pire. Et puis alors, représenté évidemment très magnifiquement à l'exposition, ce qu'elle appelle la Grande Vallée. Alors, c'est à l'arrière de Véteuil, un paysage qui la touche beaucoup et dont elle n'a cessé de décliner la beauté. Et je pense quand même à la fois l'étonnement et la consolation. La stupéfaction devant la beauté du monde et cette consolation qui n'est pas en soi, mais qui est dans le monde. Et alors, évidemment, je donne leur titre à mes peintures après qu'elles soient finies. Je peins à partir de paysages dont je me souviens et que je porte avec moi, et des feelings, des sentiments bon, dont je me souviens à propos d'eux, qui, bien sûr, deviennent transformés. Je ne pourrais certainement jamais être un simple miroir de la nature. Je voudrais plutôt peindre ce que la nature me laisse. Donc, il ne s'agit pas, encore une fois, d'une description de la nature, il s'agit d'une tentative de rendre compte visuellement par les lignes, par les traces, par les couleurs, de l'émotion essentielle et absolument fondamentale que les paysages laissent en elles. Wordsworth disait, la poésie, c'est l'émotion ressaisie dans la tranquillité. C'est-à-dire qu'il y a l'émotion, et l'émotion, c'est toujours un mouvement, c'est toujours une dynamique, c'est toujours quelque chose qui nous bouscule, qui nous... Bon. Et puis, pensez Wordsworth, l'émotion, elle va être ressaisie dans la tranquillité. Et peut-être que la peinture chez Mitchell, ces feelings dont elle parle, je ne décris pas la nature, j'essaie de rendre compte des feelings qu'elle a créés en moi. Emotion recollected in tranquility. En tout cas, comme le disait Paul Klee, l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. On ne va pas à Joni Mitchell pour avoir une reproduction du visible, mais son œuvre rend visible une qualité, une densité d'intériorité et d'émotion qui n'est jamais exempte de tragique et qui pourtant, me semble-t-il, débouche sur la célébration, l'éloge du visible et du réel. Voilà, je vous remercie.